Quelques mots en guise d'introduction. Je veux vraiment remercier tout de suite l'invitation de Patrick Lemoulinier, le grand ambassadeur de Woodrise, qui a sollicité la participation d'Arc en Rêve pour Woodrise 2020. Nous connaissions le travail de Flavien Menu et Frédéric Bachelard. Ils avaient en effet collaboré au projet 50 000 logements aux côtés de Jamel Clouche. Et nous étions également attentifs à leur parcours déjà orienté en prise directe avec l'enjeu du développement soutenable. Et moi, je préfère parler de soutenabilité que de durabilité parce que la notion de solidarité s'entend mieux. Proto-Habitat a intéressé plusieurs partenaires potentiels de Woodrise 2020. C'est bon signe. Et quant à nous, Arc en Rêve s'est proposé très rapidement, je vais enlever mon masque, j'ai le droit un peu à distance de vous, pour exposer le travail de ces deux architectes. Cette exposition restitue, que vous allez voir tout à l'heure, restitue la recherche qu'ils ont menée en leur qualité de pensionnaires à l'Académie de France à Rome, la Villa Médicis, la fameuse Villa Médicis, laquelle recherche s'est doublée d'autres initiatives parallèles à leur travail à la Villa Médicis, notamment le lancement d'un projet de 22 logements à Londres avec l'agence d'architecture Assemble qui se caractérise, c'est un collectif d'architectes. D'ailleurs, la notion de collectif plutôt que le nom d'agence déjà signifie un mode, une pratique, voilà, un positionnement des architectes. Il y a de plus en plus de collectifs et qui se caractérisent pour Assemble leur démarche participative au long cours avec comment dire, un engagement concret de co-conception et de co-construction du projet avec les habitants. Ce qui nous intéresse dans le travail de Flavien Menu et Frédéric Bachelard, c'est tellement beau, Bachelard, que j'ai du mal à dire Bachelard, mais la notion de rêve de Bachelard, voilà, d'un intérieur qui peut être aussi l'extérieur, le monde que nous habitons, est contenu dans votre travail. Alors, pardonnez-moi de temps en temps d'oublier le R. Donc, ce qui nous intéresse, c'est leur démarche, une démarche multiforme, une pratique hybride de l'architecture entre recherche théorique, expérimentation et projet opérationnel d'aménagement. C'est le sujet aussi de leur travail qui nous intéresse, l'habitat, ici plutôt axé sur le logement, voire l'espace de travail. C'est leur éthique aussi environnementale au sens le plus large, l'écologie appliquée aux façons d'habiter. C'est leur engagement dans la réinvention du mode d'exercice professionnel du métier d'architecte qui se positionne en amont de la maîtrise d'œuvre pour la définition du programme. Et par-delà la notion de maîtrise d'œuvre, du maître, celui qu'on appelait le maître architecte il y a quelques années et qui s'appelait maître d'œuvre depuis déjà 20-30 ans, mais effectivement, vous le dites souvent vous-même, vous n'êtes pas dans cette conception de démiurge de l'architecte qui préside encore beaucoup de comportements d'architectes, mais il existe aussi, parmi les grands architectes qui sont des stars, des gens qui se font un pas de côté par rapport à cette image-là et qui sont cultivés par le doute et par le questionnement et par l'interrogation permanente que l'on doit avoir lorsqu'on fait projet pour habiter. Et donc, moi, quand j'ai envie de parler de leur positionnement aussi, c'est leur positionnement en qualité de promoteur, je l'ai dit, je l'ai écrit, promoteur d'idées applicables à la production de l'architecture, et d'où le sous-titre de l'exposition, fabriquer autrement. Et pour finir, je pense que ce qui est intéressant dans leur travail, dans leur démarche innovante, quand on sait que l'innovation ne peut, comment dire, exister que lorsqu'elle peut commencer à prendre corps matériellement sur le terrain et qu'elle peut être dupliquée, ça a été abordé tout à l'heure dans les interventions au jardin public, eh bien, même si Proto-Habitat, à ce stade, est la réalisation, la matérialisation d'une idée, il n'en reste pas moins que la, comment dire, l'association, la réunion qu'ils ont réussi, la mobilisation de tous les acteurs de la chaîne de l'aménagement et de la filière bois, des acteurs du bois, montre qu'il y a déjà les ingrédients prometteurs de enfin la, comment dire, la possibilité de vraiment influencer sur la pratique de la création, la conception, la production de l'architecture et également faire reconnaître ces pratiques nouvelles du métier d'architecte. Voilà.
dont il a été dit tout à l'heure dans les discours, monsieur le maire, vous l'avez entendu comme moi, Isabelle aussi, par Stéphane Defay, est-il là, nous a-t-il rejoint? Je ne crois pas. Et bien qu'il disait lui-même que c'était très important que les architectes mettent les mains dans le cambouis de la réalisation, mais bien sûr, ils ne demandent que ça. Mais dans la financiarisation du logement, eh bien, la plupart du temps, ce qui se passe, c'est qu'on va chercher des architectes pour faire projet, ils signent le projet, et après, c'est un autre processus qui se met en place pour accompagner la construction du projet, et avec plein de changements en plus au passage entre le projet et sa réalisation. Donc, il faut effectivement, monsieur le maire, vous en avez parlé, le président Rousset en a parlé, nous espérons beaucoup en vous, pour que les choses, madame, je voudrais vous rendre hommage aussi en votre qualité de vice-présidente de la région, où vous êtes déléguée précisément à la forêt et au bois, vous avez porté ce projet, je vous remercie d'être là, et je passe la parole à Pierre Urmic, dont je sais que le temps est compté, et je le remercie d'avoir pris ce moment ici avec nous. Voilà, merci. Merci Francine. Je crois qu'il faut vraiment visiter la maison nomade écologique qu'on a visitée tout à l'heure au jardin public pour apprécier encore davantage, si besoin était, des vertus du bois. Déjà, je trouve que quand on rentre dans ce type de bâtiment, on est assailli, au bon sens du terme, par une ambiance, d'abord une ambiance olfactive. Hein. Le bois, c'est vraiment une ambiance olfactive particulière, mais j'ai envie de dire, c'est une ambiance tout court. Parce qu'un bâtiment en bois, on ne ressent pas les mêmes choses que dans un bâtiment traditionnel en béton. J'entendais tout à l'heure dans les discours quelqu'un dire qu'il y a une étude qui a été faite qui dit que le sommeil paradoxal est bien plus profond dans un bâtiment bois que dans un bâtiment traditionnel. Ça m'a beaucoup plu, et je ne suis pas scientifique, mais je suis persuadé que c'est vrai, tellement on est baigné dans cette ambiance particulière que l'on doit aux vertus du bois. Autre vertu du bois et du bâtiment que l'on peut visiter, que l'on doit à Frédéric Bachelard et à Fabien Menu, c'est qu'il est modulable. Je trouve que c'est quand même, à l'époque où nous vivons, où les choses changent, où les goûts peuvent changer, un bâtiment bois, il est modulable, et je trouve que c'est quand même une vertu essentielle. Il est transportable, on peut le transporter ailleurs, il est démontable plusieurs fois, me suis-je fait préciser. Il est confortable, on se sent bien, je disais il y a quelques instants, dans un bâtiment bois, et aussi, pour une région comme la nôtre, qui est une région forestière, il permet de favoriser ce que nous appelons les circuits courts. C'est bien de construire en bois, si c'est pour faire venir du bois exotique qui traverse la moitié de la planète, sur le plan écologique, c'est une catastrophe. Faire venir du bois de notre magnifique forêt de Gascogne, je trouve que c'est encore rajouter un atout supplémentaire au type de construction que vous préconisez. Gérer une ville, c'est aussi permettre l'éclosion de spontanéité, de techniques nouvelles, de nouvelles façons de concevoir le bâti. Et je pense que l'habitat bois a vraiment toute sa place dans des villes comme Bordeaux. En tout cas, nous œuvrerons pour qu'il ait davantage de place que celle qui lui est habituellement consacrée. Mais déjà, sachez que Atlantique, quartier de la gare, a déjà fait... Stéphane Defay n'est pas là, mais je sais qu'il est très attaché aux constructions bois et qu'il y a beaucoup de constructions bois au sein de Atlantique. Et enfin, je terminerai, j'ai promis de ne pas faire de discours et d'être très court, faire état d'un rêve. Ce rêve, c'est qu'un jour, il y ait un pont, peut-être un viaduc, entre la Villa Médicis et Arc-en-Rêve. Ce sont pour moi deux lieux emblématiques qui sont aux confluences de la culture, de l'architecture, de l'urbanisme, et je trouve que imaginer un instant un pont, au sens physique du terme, voilà, un arc, entre ces deux établissements qui méritent la célébrité qu'ils ont, serait quand même un rêve important. Et naturellement, si ce pont devait exister, vous imaginez bien que ce pont, il serait en bois. Voilà ce que je voulais dire, et je vous remercie encore, Frédéric et Fabien, de nous avoir fait rêver pendant quelques instants, et j'invite tous ceux qui n'ont pas encore visité ce pavillon nomade et écologique
qui est au jardin public encore, je crois, pour quelques semaines, d'aller très rapidement le visiter. Merci. Isabelle Boudinot. Alors, à mon tour de dire 3 mots, parce qu'il y a eu beaucoup de discours avant la visite du prototype qui a pris place au jardin public. Vous dire à quel point je suis ravie d'être ici à Arc en Rêve pour cette conférence, parce que c'est un lieu qui, tu l'as dit Pierre, est c'est un bonheur de baigner dans cette atmosphère de culture architecturale, d'urbanité, d'intelligence, et qu'effectivement ce lieu Arc en Rêve est encore une fois le support à une conférence qui va être, j'en suis sûre, passionnante, parce qu'on va pouvoir parler de ce projet que vous avez mené à la Villa Médicis. Et je remercie au directeur d'être présent avec nous. Moi, je trouve que c'est une très bonne idée de faire un pont avec la Villa Médicis. Mais voilà, ce projet, on sent que vous y avez mis de la passion, que vous y avez mis votre imagination, votre expérience de vie à Londres, donc envie d'autre chose que cette brutalité urbaine. Et je pense que vraiment, en plus d'aller voir cette construction, qui est vraiment une innovation, il faut aller voir évidemment l'expo qui est Arc en Rêve, qui explique tous les processus, qui montre comment cette création s'est appuyée sur un écosystème néo-aquitain autour du bois. Et je remercie Béatrice Gendreau, effectivement, qui nous a représenté, comme d'habitude, avec excellence sur toutes ces questions de la forêt, de la filière bois, construction. C'est une de nos richesses, vraiment, en Nouvelle-Aquitaine. Et c'est un grand bonheur que ce projet ait vu le jour ici. Vous ne pouviez pas mieux tomber et vous en êtes rendu compte. On a vraiment des filières, des acteurs autour du bois qui sont passionnés aussi par ce qu'ils font. Et on est vraiment heureux que la Nouvelle-Aquitaine soit cette terre d'expérimentation. On parlait en visitant l'expo aussi de la nécessité d'acculturer un peu non seulement les architectes, mais aussi le milieu du BTP. On a des lycées, les régions sont en charge de lycées professionnels, de lycées techniques. On a un lycée à Felletin qui est en train même de terminer une maquette pour refaire la toiture de Notre-Dame. Ça sera montré en décembre, je crois. Enfin, on va pouvoir voir une maquette faite par des menuisiers. Toutes ces questions de métier du bâtiment est aussi prépondérante dans la façon dont ce prototype pourra être reproduit. En plus de tout ce qui a été discuté sur les questions de ville, et là je pense que Pierre, avec la métropole, la ville de Bordeaux, il y a des réflexions évidemment à avoir sur le foncier et sur la façon dont il faut le rendre abordable et dont on peut sortir de ces questions foncières qui sont effectivement pour l'instant un vrai frein à ce que tout le monde puisse se loger correctement. Avec votre prototype, on voit bien qu'on peut s'affranchir aussi un petit peu de l'acquisition foncière, en tout cas. Il suffit qu'il y ait une puissance publique qui propose du foncier pour qu'on puisse avoir accès à un habitat d'une qualité absolument remarquable. Donc, merci à vous deux pour ce beau projet. Et puis, voilà, allez voir cette expo, elle est remarquable. Et puis, on est très pressés et heureux de vous écouter parler de ce projet. Merci. Monsieur le maire, voilà. Merci beaucoup de votre patience. Voilà. Merci. On va partir. Au revoir. Voilà. Merci beaucoup. Donc j'invite Flavien Menu et Frédéric Barchelard à nous rejoindre ici. Donc, Flavien Menu est architecte et titulaire d'un double diplôme en affaires urbaines Sciences Po Paris et aussi donc un double diplôme à la London School of Economics. Il intervient à la croisée des mondes politiques, économiques et architecturaux en articulant les réalités des territoires à des enjeux de développement urbain, Office for Cities. Il participe activement au débat d'idées autour des questions d'innovation urbaine et de vivre ensemble,
à travers de nombreux articles et conférences à la Harvard Kennedy School, à la School à Londres, à la Tate moderne. Son premier ouvrage, New Commons for Europe, est un dialogue sur les manières spontanées de faire la ville qui ont émergé après la crise financière de 2008, où là, il y a eu en effet une opportunité, on va dire, pour une nouvelle génération d'architectes de pouvoir, comment dire, réinitier ces nouvelles pratiques dont je voudrais quand même préciser ici à l'assistance là, dont certains sont des amateurs d'architecture et d'autres, merci à Woodrise, des partenaires et des acteurs de la filière bois, qui peut-être sont des fidèles aussi d'Arc en Rêve, voilà, mais en tout cas, ça permet toujours des événements comme ça de ce qu'on appelle renouveler les publics. Ce que je voudrais dire, je le disais aussi en revenant tout à l'heure du jardin public, pour celles et ceux qui n'ont pas encore, peut-être ne le savent pas encore, donc vous savez, donc il y a ce prototype donc, qui est installé au jardin public que vous allez pouvoir voir et visiter. Et donc, je le redis, l'exposition Arc en Rêve restitue donc toute leur démarche de recherche, leurs références, leurs questionnements, donc qui est présenté en exposition. Et ce que je voudrais dire donc, c'est que il y a eu déjà, il y a longtemps, à plusieurs moments de notre histoire, des initiatives alternatives de cette nature, où donc on sait aujourd'hui, en effet, que l'on peut, on sait ce qui ne marche pas. On sait que certaines autres pratiques, qui elles n'arrivent pas à tracer leur sillon, ont des freins, alors que les réponses ont des qualités avérées. Et donc, nous espérons vivement, c'est terrible ce que je vais dire là, mais nous espérons vivement que ce moment que nous vivons terrible avec ce perfide et scélérat virus Covid-19 va peut-être être un moment d'une nouvelle respiration où, de nouveau, des jeunes architectes qui vont renouveler, revisiter à l'aune du temps présent, des nouvelles manières de penser et de faire l'architecture, vont pouvoir enfin, je dirais, avoir un impact réel beaucoup plus large sur les pratiques majoritaires qui ont du mal à se mettre en mouvement. Et ça, comme le disait Isabelle, ça concerne aussi bien les architectes que les maîtres d'ouvrage, privés, publics, et aussi des opérateurs sociaux. Voilà. Et comme le disait Alain Rousset tout à l'heure, à l'arrivée, il y a les gens qui sont dans le métier du bâtiment, ils sont prêts, ça ne les dérangerait pas de faire autrement. Et donc c'est très important. Et évidemment, ce qu'ils font là, ces deux jeunes architectes, et qu'ils ont pu faire dans le cas de la Villa Médicis, c'est des choses, effectivement, où ils réinventent eux-mêmes, évidemment, à l'aune de ce que j'appelle le temps présent, le monde que nous habitons aujourd'hui. Voilà. Donc, on a beaucoup à apprendre de leur travail, et dans ce livre New Commons for Europe, ils donnent la parole, effectivement, à d'autres équipes d'architectes dans leurs études, dans l'étude qu'ils ont menée à la Villa Médicis. Il y a un double travail, un travail vraiment théorique, d'aller chercher, regarder ce qui se faisait avant, ce qui se fait ici et ailleurs. Donc vraiment aussi, il faut regarder l'exposition. Donc je vais présenter maintenant Frédéric Barchelard. Donc Frédéric est architecte et designer. Son travail porte sur la manière dont l'architecte peut créer de nouvelles conditions pour vivre ensemble, articulant recherche et opérationnalité, prospective et domesticité quotidienne. Elle intervient sur des échelles métropolitaines et urbaines, mais aussi plus artisanales et artistiques. Son travail s'inscrit à la fois dans l'exploration de nos lieux de vie quotidiens et dans la réalisation d'espaces d'architecture ou de stratégies immobilières innovantes. Elle enseigne à Londres à la School of Architecture et London Metropolitan University. Donc avant de vous donner la parole, je voudrais inviter Sam Sturze, qui est donc le nouveau directeur de l'Académie de France à Rome, la Villa Médicis. Il a pris ses fonctions à l'été 2020. Vous allez, voilà, après je vais vous redonner le micro. Il a pris ses fonctions à l'été 2020, donc vous n'étiez pas là au début de l'histoire.
mais vous, voilà, vous êtes déjà complètement immergé. Et surtout, vous avez été aussi directeur des rencontres d'Arles de 2014 à 2019. Donc vous avez mené de nombreux projets, et notamment la réalisation de ce pavillon formidable qui a été construit donc, à Arles et qui va être, vous me l'avez dit tout à l'heure, en bambou, qui va être reconstruit prochainement à Rome, donc à la Villa Médicis, c'est cela? On l'espère. Voilà, voilà. Oui, l'architecture de Simon Vélez, le grand architecte colombien qui ne construit qu'en bambou. Qu'en bambou, voilà. Et donc c'est une cathédrale en bambou, c'est magnifique. Et donc, vous êtes donc nouveau directeur de la Villa Médicis, et je voudrais vous adresser la question suivante. En votre qualité de nouveau directeur, pour vous, en quoi, comment l'architecture trouve sa place, et la place que vous allez porter maintenant dans vos nouvelles fonctions, à la Villa Médicis? Merci d'abord de votre invitation et finalement ce pont virtuel évoqué par votre nouveau maire se fait directement entre nous. Même si je n'ai pas suivi l'intégralité de leur année, on a pu échanger et j'ai voulu marquer au moment de l'inauguration et de cette exposition et du bâtiment la présence à côté des architectes et des créateurs de la Villa Médicis. La Villa Médicis, elle est ouverte aux architectes. Entre autres, on accueille une vingtaine de disciplines et on peut peut-être revenir une minute, et puis ensuite on les écoutera parce que ce qu'ils ont à nous dire est passionnant, mais revenir une minute sur ce qui s'y passe à la Villa Médicis, parce que elle est parfois victime un peu d'un malentendu archi connu par tout le monde. Tous ceux qui ont eu la chance un jour de venir à Rome ont vu cette façade majestueuse qui domine la ville, l'ont peut-être par chance visitée, et c'est vrai que c'est une partie de nos activités, et c'est sublime. Villa Renaissance, construit par Ferdinand de Médicis, un jardin de 7 hectares, ça se suffit à soi-même, et souvent on s'arrête là en se disant que ce lieu trône ici depuis 350 ans. Effectivement, on a cette mission patrimoine de conservation du bâtiment et des jardins, mais on a une mission de création, et ça depuis Colbert, même si le nom fait frémir dès qu'on le prononce en ce moment, mais Colbert a créé aussi cette mission de pouvoir accueillir des artistes et petit à petit plutôt des créateurs en résidence. On en accueille 16 chaque année qui sont accueillis, hébergés, rémunérés par la Villa Médicis pendant 1 an. Et les disciplines, elles sont au nombre d'une vingtaine. On a bien évidemment art plastique, histoire de l'art, mais aussi architecture, littérature, cinéma, photographie, design, bande dessinée, et même depuis quelques années une discipline très large qui s'appelle autre discipline et qui permet à peu près d'accueillir tout le monde. Et peut-être qu'ils vous en parleront. Ce qui est le plus intéressant dans cette année d'échange, il y a 2 choses qui sont extraordinaires. D'une part, d'avoir une année de recherche désintéressée. On a souvent dit de la Villa Médicis qu'on y rentrait et qu'ensuite on n'avait pas d'obligation de production. Effectivement, je ne sais pas d'ailleurs si vous êtes rentré avec ce projet précisément, et alors ils sont le contre-exemple de ce qu'il faut faire, mais on n'est pas obligé de livrer à la fin. D'ailleurs, ils ne l'ont pas livré pour la Villa Médicis, ils le livrent pour Bordeaux, et on en est ravis. Mais c'est la maquette pour de vrai qui est quand même là-bas. Et la maquette pour de vrai a été présentée. Mais quand vous offrez à des créateurs une année pour réfléchir, pour penser, ils font un projet, mais ils font 10 ans de projet. Les universités l'ont bien comprise, les États-Unis investissent dans leurs professeurs et leur année sabbatique en payant une année sabbatique parce qu'on pense que c'est le meilleur investissement. Ben là, la Villa Médicis, c'est l'État. L'État français paye pour ses créateurs en considérant que c'est un bon investissement de les laisser rien faire, ou en tous les cas penser, réfléchir, développer leurs 1000 projets pendant 1 an. Et puis la deuxième chose qui est formidable pour eux,
c'est cette confrontation aux autres disciplines. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où, pendant un an, vous vivez à 16 créateurs venant du champ de la musique, de l'histoire de l'art, chacun plutôt excellent dans leur domaine. Imaginez ce qu'ils viennent de faire. Et il y en a 16 qui, chacun dans leur discipline, ont accompli à peu près le même exploit, et ils ont passé un an à échanger entre eux, à se nourrir réciproquement, et parfois même à travailler ensemble. Et c'est pas vous qui me contredirez, puisque je sais même que vous êtes la représentation picturale de certains tableaux de peintres de la Villa Médicis. Vous avez servi de modèle pour une formidable peintre qui était en résidence l'année dernière. Donc voilà, de temps en temps, je pense que c'est important de rappeler un peu ce qui se fait là, puisque c'est vous, c'est moi qui contribuez à ce que ce lieu puisse exister. Il existe depuis 350 ans et il est à la fois très utile au XXIe siècle, en phase complète avec la création actuelle. Merci. Merci beaucoup. La parole est à vous, Frédéric et Flavien. Vous allez converser, voilà, Bonsoir. en duo. Bonsoir. Alors, est-ce qu'on m'entend bien? Oui, c'est très bien. On est ravis d'être là après l'inauguration pour vous présenter notre année de recherche et nos projets et leur développement. Merci à tous ceux qui nous ont donné l'opportunité de pouvoir être assis ici en face de vous ce soir. On avait envie de commencer cette présentation à Londres, où on a passé les 5 dernières années. 5 années où on a vécu de nombreuses mutations. Londres est une ville qui va très vite, mais autant politiquement avec le Brexit, que vous avez certainement tous suivi, économiquement avec l'après-crise de 2008, mais aussi des mutations dans des domaines plus ordinaires qui sont créés post-crise. C'est tous les champs qui ont été remis en cause. Et c'est un constat qu'on a fait avec nos étudiants de Architectural Association, où on a enseigné pendant 5 ans, ce qui nous a permis de dresser un constat plus global sur la production de logements et d'évaluer à la fois nos manières d'habiter, le décalage qu'il peut y avoir parfois avec les habitats, les lieux dans lesquels on vit, et le rôle des architectes dans leur production. Donc on a mis ces 2 phrases en introduction. La première dit 99% des espaces dans lesquels nous vivons sont le sous-produit de l'architecture. Et la deuxième qui explique que 6% en Angleterre, sur les 200 000 logements par an qui étaient livrés pré-crise, environ seulement 6% a été conçu ou suivi ou vu par un architecte et moins de 1% suivait le chantier. Alors à Londres, il y a parfois un décalage ou une projection en avant de certains phénomènes que l'on peut sentir, certains prémices que l'on peut sentir en France. Mais ces 2 questions nous ont vraiment interrogés au fil de ces 5 années sur la manière dont on habite et la manière dont on produit les lieux que l'on habite. Notre studio s'appelait Ordinary Domesticity, donc c'est domesticité ordinaire. C'était basé sur le livre de Georges Perec, Espèce d'espace. Finalement, l'idée était, avec les étudiants, de répertorier les différentes pratiques d'appropriation, de détournement parfois de l'habitat, pour le faire rentrer dans nos modes de vie, de cette génération, la leur, la nôtre, qui est bercée par les crises successives et l'arrivée massive des nouvelles technologies dans notre quotidien. Donc c'était une recherche à la fois, ça a commencé par une recherche à la fois picturale et spatiale, pour trouver dans le quotidien et au contact des étudiants et de leur réflexion sur leur lieu de vie, quelles étaient les qualités et quelles étaient finalement ce qu'on avait appelé à ce moment-là les habitabilités. Et ça nous a projeté dans ces désirs et dans ces besoins et dans ces décalages de cette génération émergente. Ça nous a projeté aussi sur les questions de l'habitat, qui pour nous étaient à la croisée de plusieurs enjeux, économiques d'abord, sociaux et territoriaux, puisque on voyait qu'avec nos étudiants, on était confrontés à une véritable précarité dans laquelle la plupart d'entre eux vivaient,
Ils étaient ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui comme des nomades urbains, donc ça renvoie à ces visions, ces images conçues par d'autres architectes en leur temps sur les nomades urbains, mais les nôtres passaient plutôt leur temps à déménager ou être dans des micro-appartements ou des colocations ou des micro-logements ou des lieux de vie qu'ils inventaient. Et pourtant, malgré un certain moyen financier, à Architectural Association, on parle d'étudiants qui sont pourtant ce qu'on peut appeler une élite globalisée, des jeunes gens pour qui tout va très bien, mais qui sont projetés dans, même des amis à nous, des gens qui gagnent leur vie normalement, et qui sont projetés dans ces déménagements perpétuels et cette précarisation du logement. À Londres aussi, on faisait face à une sorte de ségrégation ordinaire, puisque la ville qu'on a vu se créer par notre fenêtre, on voyait les tours pousser, les tours de logement pousser autour de nous, le quartier dans lequel on habitait se métamorphoser en quelques années. Donc on avait d'un côté, entre les tours et la production de logements de masse, une ville qui accélérait, et une accélération à pleine vitesse à Londres, mais en même temps une ségrégation très très forte, puisque une énorme partie de la population, des classes moyennes et des classes populaires, étaient écartées des centres-villes, et le logement devenait, le logement est devenu un pur produit spéculatif dans le centre-ville. Ça couplé avec le fait qu'en Angleterre, un quart des personnes interrogées déclarent ne pas souhaiter habiter dans un logement neuf. Il nous a alors apparu, malgré l'énorme production de logements, donc, il nous a alors apparu un écart impressionnant ou surprenant entre les besoins et les désirs des habitants et le type de logement qui était massivement produit, à Londres certes, mais c'est des questions qu'on retrouve aussi à Paris, à Bordeaux, un peu partout en Europe. À travers les questions de l'habitat intergénérationnel, à travers les questions du travail à domicile, à travers les questions de l'écologie et de l'habitat, des questions qui ne trouvent pas forcément réponse dans la majorité des logements qui sont proposés aujourd'hui par le marché de la construction neuve. Après ces questions et ces 5 années de réflexion auprès des étudiants, on a eu envie de profiter d'une candidature à la Villa Médicis pour prendre un an formidable de temps, d'espace, d'énergie qu'on pouvait dédier entièrement à ces questions-là pour plonger vraiment dans la question de l'habitat du point de vue de la classe moyenne, du point de vue de la production contemporaine et comment nous, on pouvait devenir acteurs de cette production-là. On a décidé de structurer notre recherche sur 2 axes depuis le début. Alors, une recherche théorique qui, elle, devait être au départ des visites, des cas d'études et des interviews. Finalement, avec le Covid, il y a eu beaucoup plus d'interviews, ce qui finalement s'est révélé très riche, et un petit peu moins de visites qui ont été reportées, certaines. Mais ça nous a quand même permis de faire un tour d'Europe, des opérations pionnières en termes de production de logements. Et l'autre, une recherche, une pratique opérationnelle, une recherche opérationnelle, qui vraiment était comment nous, on peut devenir acteurs de ce changement-là, d'après ce qu'on a appris, de ce qu'on a vu, de ce que les gens nous ont raconté, des interviews et des cas d'études. Et elle s'est concrétisée à la fois dans des projets pour lesquels on prend une position de commanditaire, et à travers le proto-habitat, qui est un artefact construit, puisque pour nous, c'était important qu'il y ait un objet qui soit visitable, qui soit partageable, dans lequel on peut rentrer, pour que, comme le disait très bien Francine, toutes ces idées ne restent pas des recherches théoriques, mais qu'elles puissent s'incarner en quelque chose de vivant et de présent. C'est vrai qu'on est arrivé avec la villa avec un projet déjà assez bien dessiné, une roadmap qui était déjà assez dessinée aussi, voilà. Donc, mais on a été aussi bercé par cette villa, mais le plus dur pour nous, ça a été de rien faire finalement, contrairement à ce que disait Sam. Et la première intervention qu'on a réalisée à la villa, c'est ces billboards, donc ces panneaux d'affichage qu'on a repris, dont on a repris les codes, les dimensions, mais pour
parce que c'est très important aussi que le débat il sorte uniquement des sphères culturelles et qu'il aille toucher le grand public, qu'on ne reste pas uniquement dans la presse spécialisée, mais qu'on aille aussi vers un débat d'idées beaucoup plus large. Voilà, c'est aussi l'enseignement de Monique Eleb qui nous dit que la maison et l'habitat a énormément évolué grâce à TF1, grâce à Leroy Merlin, grâce à Du côté de chez vous. Et donc c'est très important aussi de voir comment on peut utiliser ce langage populaire et cette communication de masse. Et là, en la détournant un peu pour y diffuser des messages subversifs. Donc, et si votre maison n'était jamais la vôtre, donc on l'a laissé. Le message est de nouveau à l'exposition. Le second message, c'était l'arbre qui cache la forêt. C'était aussi pour parler de cet nouvel engouement vers l'écologie. Mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire développer l'écologie aujourd'hui? On a dû retirer ce panneau parce qu'il le trouvait très beau à la villa, mais en fait tous les pensionnaires se sont plaints parce que la question était tellement subversive qu'ils ne pouvaient plus la supporter. Celui-ci. Parce qu'effectivement c'est une question qui est très prégnante pour cette nouvelle génération. Qu'est-ce que ça veut dire la maison? Qu'est-ce que c'est à la maison? Elle a totalement, c'est Monique Eleb qui nous le dit aussi de nouveau, on ne parle plus de famille, il n'y a plus que 45% de familles en France, on parle de groupes domestiques. Ça montre bien qu'il y a un éclatement complet de ce qu'on considère encore comme un idéal. Voilà, là, c'est une interview avec Virgile Abloh qu'on a menée. On est plus intéressé par son approche et sa connaissance des millennials que son côté Louis Vuitton. Mais en tout cas, voilà, c'est très important parce que c'est quelqu'un qui comprend cette génération, qui crée pour cette génération. Et il a des questionnements de cette génération. Est-ce qu'on a besoin d'avoir une maison, 2 enfants et un plan sur la vie pour estimer qu'on est successful? Est-ce qu'on doit travailler tout le reste de sa vie pour penser qu'on a une bonne carrière? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir un college degree ou un master pour faire ce qu'on veut faire dans la vie? On voit que cette génération de millennials, et aussi grâce aux nouvelles technologies, grâce à l'avènement des nouvelles technologies, elle a complètement explosé tous les carcans idéologiques dans lesquels on vivait. À Londres, ça a été, on a pu le sentir de manière très extrême, mais ça coule vers Paris, ça coule à Bordeaux, ça coule sur l'ensemble des territoires, des changements profonds de la société. On a très tôt parlé dans nos recherches de habiter et travailler, à quel point la maison est un lieu de production et pas uniquement un dortoir. La ville monofonctionnelle moderniste a séparé les fonctions de la ville, mais on a un retour aujourd'hui de typologie de production et d'habitat. On parlait énormément d'habiter et travailler. On disait oui, habiter et travailler. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec le Covid, tout le monde habite et travaille. Donc, quels sont les nouveaux espaces qui sont intégrés à ça? Là, on voit sur l'image une photo de logements, de galeries, d'ateliers qui ont été faits par Arnaud Brandl-Huber à Berlin. Et ce qu'il faut reconnaître, c'est le travail de Brandl-Huber, certes, mais c'est aussi le travail de son client. 2 femmes qui avaient une parcelle et qui ont décidé de faire un projet exemplaire. Et c'est aussi toute notre démarche, c'est de bien comprendre l'intention des architectes, mais aussi de connaître les commanditaires. Mies van der Rohe disait « il n'y a pas de bon projet sans bon client ». Je pense qu'aujourd'hui, dans le monde architectural, on oublie aussi très souvent de citer les clients, mais définir le bon programme, trouver les bons architectes, avoir les bonnes stratégies, ça fait aussi partie complètement d'un bon projet. Et c'est aussi ces réflexions sur le rôle de l'architecte qu'on a essayé de porter à travers ces interviews, à travers ces choix d'interviews, à travers notre projet, et aussi à travers un rôle qu'on essaie d'inventer ou d'emprunter, ou voilà, de s'inspirer de personnes qui l'ont déjà eu, et de se dire que finalement, on n'est pas obligé d'attendre la commande, on peut aussi la créer, on n'est pas obligé d'attendre que quelqu'un nous finance, on peut aussi aller chercher des financements nous-mêmes, et de voir aussi comment on peut s'autonomiser pour créer des projets plus vertueux. Donc voilà aussi comment l'habitat est un lieu de mixité, puisque la notion de communauté est aujourd'hui dans les nouvelles générations, on parle de communauté du web, on parle de communauté... c'est plus un mot qui a été longtemps en France, un peu... en Angleterre, community, ça fait très longtemps que c'est réputé. Il y a beaucoup de choses politiques qui se passent autour des community. En France, c'est un peu
c'est encore un peu galvaudé, mais on voit qu'avec toutes ces nouvelles technologies, la question de la communauté, du community manager, d'être dans une communauté de valeurs, elle est redevenue prégnante, et que dans son logement, être aussi dans une communauté au sein de son logement, c'est quelque chose qui est très, très important. Ça, c'est le deuxième mouvement aussi très important. Ça, c'est Piketty qui le dit. Avec les crises successives, le logement et l'immobilier, c'est devenu vraiment de plus en plus une valeur refuge. On le voit, depuis 2008, il y a eu peu ou prou de descente des prix de l'immobilier. Aujourd'hui, on est dans ce qu'on appelait avant une bulle immobilière qui éclatait. Elle n'a toujours pas éclaté, elle est toujours en train d'augmenter. Et on voit en fait que c'est les crises successives qui font que les autres produits d'investissement deviennent plus risqués, alors que le logement reste, lui, même si des rendements assez modestes, reste un capital sûr. Et on voit, et ça on le voit aux États-Unis, on le voit en Angleterre, on le voit en France, que le logement est passé d'un capital familial, d'une propriété qu'on passait de père de parents aux enfants, de grands-parents aux petits-enfants, à un produit spéculatif, à un produit d'investissement. On a pu l'entendre dans les discours du jardin public. Et ça a totalement aussi changé le rapport qu'on a au logement, puisque aujourd'hui, beaucoup de producteurs du logement produisent pour de l'investissement spéculatif. À Londres, il y a eu des scénarios, parce qu'à Londres, on est quand même sur une violence qui n'est pas du tout celle de la France. On déplace 10 000 personnes du centre-ville de Londres. On les déplace, c'est le mot gentil pour dire on les expulse. On construit à la place des condominiums dont 90% sont vides puisque ce ne sont que des investissements offshore. Donc on est quand même dans une violence de cet investissement spéculatif qui fait frémir, et qui fait frémir, comme disait très bien Frédéric, à la fois la classe populaire mais aussi la classe moyenne, voire la classe moyenne supérieure. Donc, mais peut-être que c'est une opportunité aussi. Peut-être qu'aujourd'hui, les nouvelles générations, elles n'ont pas envie de se mettre un crédit à 30 ans sur le dos et de se dire que c'est une fin en soi et c'est une réussite. On est dans une génération qui a le choix. Les nouvelles technologies nous donnent tout à la carte, tout sur notre téléphone, voire même sur miniature. Donc est-ce que vraiment prendre un crédit à 30 ans pour avoir une maison et être propriétaire de sa maison, c'est pas finalement artificiel? On sait depuis longtemps que c'est artificiel, puisque finalement ça appartient aux banques, puisqu'on achète avec de la dette. Alors, comment on peut aussi vivre sans dette? C'est une question très importante. Par la location, comment on peut créer d'autres formes de profit, d'autres formes de valeur? On est allé en Suisse, on est allé en Allemagne. C'est des pays qui, depuis très longtemps, n'ont pas construit leur idéologie sur la propriété, mais sur le locatif. Et on voit qu'en fait, la plupart des occupants sont locataires et investissent leur argent différemment si toutefois ils ont envie de l'investir. Mais ça veut dire aussi que le marché locatif est de très bonne qualité. On voit aussi ce travail sur de nouveaux équilibres entre la vie et le travail. On est allé puiser dans les typologies londoniennes d'avant de la révolution industrielle, chez les tisserands huguenots, chez les watchmakers. Et on voit en fait qu'avant cette parenthèse moderniste du XXe siècle, il y avait une richesse typologique. On le voit ici à Bordeaux, les shops, c'était une richesse typologique entre la production et l'habitat. Comment on en a fait aujourd'hui pour arriver dans des villes aussi monofonctionnelles? Il y a un retour à ça, et c'est très important aussi d'aller puiser dans le passé et de se dire qu'on n'invente pas, on vient juste puiser des choses qui ont déjà été là. Et puis enfin, et ça c'est aussi les enseignements de Monique Eleb, qui a passé quand même 30 ans de sa vie à regarder des opérations et scruter des opérations d'architectes. Une écologie, pour nous, de l'habiter, sociale, mentale et environnementale. Donc évidemment, c'est un emprunt à Guattari aux 3 écologies. Et les 3 grands facteurs de bouleversement de l'habitat à venir, le rapport au travail, on l'a bien vu avec cette crise, le rapport au vieillissement, puisque aussi on a une vraie responsabilité par rapport au vieillissement de nos parents ou de nos gros-parents. Comment aujourd'hui on les a sortis de notre schéma familial, de notre carrière, comment on les réintègre dans le logement, et puis l'environnement, puisqu'on est en train de regarder ce qu'il y a dans nos assiettes, on regarde comment sont faits nos baskets. Par contre, sur le logement, aujourd'hui, on ne sait pas encore comment on va sourcer les matériaux et d'où proviennent les sourçages de nos matériaux. Donc, on a vu à travers tous ces exemples en Europe un désir collectif d'habiter autrement, c'est-à-dire des gens qui se regroupent, alors des communautés, des coopératives, des individuels, mais qui ont envie en fait de faire un pas de côté sur la production logement classique, parce que Stéphane de Faille qui le dit, il n'y a pas une manière de faire la ville, mais il y a plusieurs manières de faire la ville.
On l'oublie parfois un peu trop en France, mais on voit quand même avec la loi Allure, on va vers le coopératif, on va vers l'habitat participatif, on va vers une gestion foncière beaucoup plus durable. Des choses qui ont existé en Suisse, qui ont existé en Allemagne depuis très longtemps, qui existaient aussi en France, puisqu'il y a eu le mouvement des castors dans les années d'avant-guerre, qui était tout un travail sur la coopérative. Donc ça, c'est des images d'opérations de coopératives. Voilà. Ça, c'est des images d'opérations de coopératives en Suisse. Donc Kraftwerk et celle-ci. C'est Unisker Real. Voilà. Et on voit aussi, là c'est à Amsterdam, on voit aussi que c'est une nouvelle esthétique. On n'est plus dans cette construction idéologique, de nouveau, de la maison à double pente, du jardin, du fait qu'on puisse faire le tour de sa maison. Il faut bien se dire que c'est une construction idéologique qui a été mise en place par des maisonneurs en fait de produits qui sont tout à fait industriels, qui n'ont rien de traditionnel en fait. Mais comment on va trouver une esthétique du vivre ensemble? Comment on va donner au logement collectif les qualités de l'individuel? Comment on va petit à petit amener des images dans le discours populaire du fait que habiter ensemble aussi, ça a vraiment beaucoup de valeur, et quels sont les avantages qu'on peut donner à ces logements collectifs? Donc très rapidement, mais voilà, ce sont des outils qu'on a aussi analysés, parce que c'est du jargon parfois pour les architectes, c'est des outils juridiques, mais c'est très important justement quand on veut remonter un peu la rivière, pour aller plus en amont, c'est très important à la fois de connaître son économie de projet, mais aussi de connaître les outils qui permettent de fabriquer autrement. Donc la coopérative, l'OFS, organisme foncier solidaire, le bail réel solidaire, dont M. Urmic parlait tout à l'heure, et puis l'urbanisme temporaire, le BIMBI, les sites qui sont petits, que les promoteurs ne veulent pas, classiques ne veulent pas, mais qui peuvent intéresser des acteurs alternatifs. Voilà. En fait, c'est une inventivité à la fois architecturale, mais aussi juridique et économique, pour réussir à trouver des voies qui permettent de devenir producteurs du changement. Oui, c'est vrai que, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, on a commencé à se poser la question de comment on pouvait, nous, devenir producteurs du changement avant même d'entrer à la Villa Médicis, en se demandant comment notre savoir d'architecte ou le savoir que l'on a pu acquérir en travaillant au travers d'autres acteurs du secteur de la construction ou de l'immobilier, comment on pouvait mélanger ces choses-là, accumuler ces savoirs-là pour finalement faire émerger une autre pratique de commanditaire qui nous permettent d'assembler les cahiers des charges, les questions, les équipes, les sites et des financements pour faire émerger des projets qui puissent correspondre aux objectifs que l'on se fixe. Donc il y a eu un premier projet donc à Londres, qui est un projet de 22 logements, pour lequel on a répondu quasiment juste après avoir fait notre candidature à la Villa Médicis, avec, comme le disait Francine, le collectif Assemble, pour lequel eux sont architectes et donc nous commanditaires. C'est un projet qu'on a pu développer sur ce qui s'appelle du coup un gap site. C'est un site entre plusieurs terrains qui, en général, sont des sites qui sont trop complexes pour les promoteurs, pour les grands promoteurs, ou trop petits pour les promoteurs moyens, mais qui nous, en fait, nous intéressaient parce que ça nous donnait l'opportunité de faire un premier projet, un premier test, sans avoir tous les documents ou toutes les références précédentes nécessaires. L'échelle du projet nous intéressait aussi, le challenge qui représentait nous intéressait aussi, parce que c'est un site où il y avait beaucoup d'arbres, et la construction de bois, là aussi, est arrivée immédiatement. Donc on a créé un cahier des charges, créé cette équipe, et c'est comme ça qu'on a commencé à devenir acteur et devenir commanditaire. Donc le cahier des charges étant comment on crée des immeubles qui permettent de mêler espace de vie et espace de travail pour créer des lieux qui soient habités 24 heures sur 24, qui soient le contraire de ces villes, de ces espaces monofonctionnels, des lieux qui soient aussi réversibles. Un lieu d'habitat peut devenir un lieu de travail et le contraire. Des bâtiments qui peuvent aussi créer des micro-cercles vertueux autour d'eux, où on peut travailler, on peut avoir d'autres espaces, on peut avoir un monde économique qui se génère autour d'un bâtiment. On a aussi mis en place ce système, ce principe de finition très brute, qui nous permet alors très brute, c'est dans le sens où on choisit les matériaux qui vont, comme dans le proto-habitat, l'intérieur est recouvert de panneaux de contreplaqué en peuplier,
et le peuplier reste comme ça. Il n'y a pas de peinture qui vient par-dessus, on ne cache pas les matériaux avec lesquels on construit, mais on choisit juste de mettre un peu plus d'argent dans les matériaux qu'on va montrer plutôt que les finitions qui sont rajoutées par-dessus. Ce qui nous permet d'avoir des espaces extrêmement flexibles, puisque ce n'est pas connoté comme un lieu très domestique ou un lieu de bureau, et où les espaces sont vraiment organisés en fonction du degré d'intimité, donc on est plus ou moins ouvert ou plus ou moins fermé, et là on choisit chacun d'aménager comme on veut. Des lieux qui sont vraiment pensés du point de vue de l'usager, de la flexibilité qu'ils peuvent apporter, plutôt que d'un point de vue purement réglementaire ou économique. Et on a mené cette première opération d'une manière un peu amateur ou naïve, en disant que c'était peut-être un moyen de faire émerger d'autres formes de profit et d'autres formes de vivre ensemble et d'autres formes pour bénéficier de vivre ensemble. Et le proto-habitat donc appartient à cette démarche aussi de comment développer un habitat nomade et modulable. Pourquoi nomade et modulable? Puisqu'on s'est aussi intéressé à la question du foncier, qui a été soulevée à plusieurs reprises lors des discours cet après-midi. Comment un bâtiment peut être détaché de son foncier s'il est démontable pour avoir une période de vie de 10 ans, 15 ans, 20 ans sur un site, puis finalement être démonté pour avoir une autre vie. C'est quelque chose qu'on a vu en travaillant à l'AUC précédemment, que des opérations urbaines, ça prend des années, voire des décennies pour émerger, et que dans ce laps de temps, il y a des sites qui seront disponibles, il y a des morceaux de villes qui peuvent s'inventer et qui pourraient être reconfigurés différemment dans un deuxième temps. Donc là, on voit un peu comment le prototype est constitué. Donc un socle sans fondation, c'est le principe pour qu'il soit entièrement réversible. Une paroi humide avec les fluides. Donc là, ça nous permet d'empiler les modules ou de juxtaposer les modules pour avoir un fonctionnement extrêmement rationnel dans les fluides. Une façade vitrée toute hauteur, qui est vraiment ce qui amène énormément de qualité, de générosité dans l'espace. Une ossature bois faite en caisson et en poteaux. Les poteaux sont à lamelles collées. Et ce jardin d'hiver qui est vraiment 30 mètres carrés en plus dans le proto-habitat, qui peuvent être ce que l'on veut, un espace pour dormir, pour faire un bureau, un jardin d'hiver. Ça peut être un espace qui est complètement réinventable en fonction des saisons. Donc là, c'est vraiment une sorte de liste des qualités qu'on s'était imposées, qu'on voit retranscrites dans le proto-habitat. Donc construction simple, lisible, matériaux bruts, visibles, espace flexible, entièrement réversible, préfabrication, modularité, démontabilité, puisque le prototype, le module, a été monté, en tout cas ici, en 5 jours. Alors, on pourrait peut-être même faire mieux, mais on va dire 5 jours, montable en 5 jours comme temps de base. Et un habitat que l'on souhaitait aussi écologique, puisqu'il est entièrement constitué de produits bois et de bois qui viennent des forêts françaises et néo-aquitaines. Donc voilà, c'est aussi une autre partie de la recherche, c'est de dire effectivement quels sont les matériaux avec lesquels on construit. Ça a été aussi toute l'aventure de ce projet, ça va être des rencontres assez très humaines, une famille qui s'est créée, une famille de gens qui croient en la construction bois, qui gèrent leur forêt vertueusement. On est allé se promener avec les exploitants forestiers pour voir comment étaient sélectionnés les arbres, des gens qui sont des amoureux de la sylviculture, qui plantent, comme l'homme qui plantait les arbres de Giono, plus de 10 000 arbres par an, et qui s'évertuent à créer des forêts qui ne sont pas uniquement monospécifiques, mais qui permettent aussi de favoriser la biodiversité. On est allé rencontrer les scieurs aussi, des gens qui sont passionnés par leur métier, qui veulent faire les choses bien, qui sentent des concurrences aussi avec des filières qui sont beaucoup plus structurées, la filière autrichienne, la filière polonaise, les filières norvégiennes, mais qui sentent qu'ils ont une place à jouer très importante aujourd'hui dans cette mutation. Et puis ensuite, voilà, effectivement, les fabricants du lamellé-collé. Pour faire là l'arc qu'on a réalisé, il y a un lamelliste qui a sorti, comme dit lui-même, la raboteuse de son grand-père, pour aller rechercher des savoir-faire qui sont un peu perdus parfois. Et puis un site d'assemblage à Casteljaloux avec l'entreprise Wakulu, où voilà, on sent un amour de la charpenterie et du métier qui permettent aujourd'hui de faire émerger des projets comme celui-là, des projets vraiment démonstrateurs de ces savoir-faire, mais avec des savoir-faire qu'il faut faire perdurer et aussi et qu'il faut développer. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que
l'ensemble on a fait un travail très important de sourçage des matériaux. On a eu beaucoup de propositions de bois qui venaient d'Autriche justement ou d'Espagne. Et en fait, pour nous, c'était très important de rester local, donc à moins de 500 km, puisqu'il y a des choses qui sont quand même un peu loin malgré tout. Moins de 500 km, on est quand même dans l'ordre de la biorégion. Et on s'est évertué à aller visiter, à rencontrer, à bien discuter pour comprendre et être sûr que tous les matériaux du pavillon sont des matériaux vertueux. Donc on a l'exploitation forestière, là on voit les forêts de Douglas notamment, on voit les sols qui sont respectés. C'est une vraie question aussi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, développer la structure et la filière bois française, ça veut aussi dire passer une vitesse supérieure sur l'exploitation forestière. Est-ce que ça veut dire qu'il faut produire plus? Est-ce que ça veut dire que les forêts de moins de bonne qualité? C'est des questions éthiques très importantes. C'est un saut quantitatif, mais est-ce qu'il faut que ça soit aussi un saut qualitatif? Donc, vous verrez toutes ces images à l'exposition, ça fait vraiment une salle à part entière dédiée à ces rencontres qu'on a pu faire, à ces rencontres avec cette matière aussi, qui est la matière bois. Et ensuite, le prototype, comme on l'a expliqué, on voulait qu'il soit nomade et modulable, puisqu'il nous paraissait intéressant de pouvoir répondre à plusieurs configurations, autant urbaines que rurales, autant denses que moins denses ou superposées. Donc là, on voit comment le module de base s'assemble ou se superpose pour créer des collectifs horizontaux ou des petits bâtiments collectifs qui pourraient être montés et démontés. Donc là, c'est une série d'images où vous voyez une projection où un habitat individuel ou un habitat intermédiaire, un cadre plutôt rural. Ça pourrait être une réponse à de l'urbanisme temporaire, un habitat en bande où finalement un module peut être un atelier de travail, le suivant peut être un espace de vie, ou plusieurs combinés comme ici, où on peut les superposer et avoir un rez-de-chaussée où on travaille par-dessus des sortes de grandes doubles hauteurs pour des espaces de vie ou de travail qui sont flexibles. On a mis en place dès le début, comme j'expliquais, ce système de pièces ou d'espaces neutres qui permet à chacun d'aménager son salon, sa chambre où il le souhaite. Et c'est uniquement le degré d'intimité qui permet de séparer et d'organiser les espaces. Donc là, on voit comment l'ensemble se superpose avec chacun son jardin d'hiver sur le toit. Donc plusieurs peuvent être connectés. En habitat individuel, en atelier de travail, en habitat collectif, plus dense, avec des appartements qui peuvent se combiner. Là, on voit un exemple où on aurait 2 modules côte à côte, comme une des maquettes le représente dans l'exposition. Et finalement, des images pour terminer du prototype réalisé. Donc cet espace, ce jardin d'hiver sur le toit. Et voilà les maquettes qui étaient présentées à la Villa Médicis et le prototype qui est finalement très, très proche, qu'on a réussi à réaliser au plus proche des dessins originaux et des maquettes et des intentions qu'on avait portées. On voit 6 mois en fait, on aime bien ces 2 photos parce qu'on voit la maquette et puis la réalisation qui sont très proches l'une de l'autre. C'était juillet. Et on voit aussi juillet et octobre, donc uniquement quelques mois qui séparent cette conception en maquette et cette réalisation, cette construction. Et tout ça en fait n'aurait pu être possible effectivement sans le soutien de la région, des acteurs institutionnels et puis aussi de l'écosystème, des partenaires qui nous ont accompagnés, qui ont cru en ce projet. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est très émouvant pour nous d'être ici aujourd'hui, parce que ce projet-là, il a commencé il y a 9 mois uniquement. Et en 9 mois, il est conçu, dessiné, financé et construit. Il a encore des imperfections, il a encore des défauts. On sait qu'il y a beaucoup de choses à améliorer, mais c'est déjà une vraie première étape. Et on souhaite que cette recherche qui a été initiée à la Villa Médicis, que nous, on a initiée finalement depuis 2 ans, parce que c'est des questions qu'on porte même depuis 5 ans, parce que c'était déjà des questions de notre studio à Architectural Association. Elle se concrétise aujourd'hui avec ce pavillon, mais de voir aussi comment, effectivement, on ne reste pas uniquement dans l'utopie, mais on arrive dans le monde réel, et comment cet objet
peut devenir voilà, s'inscrire dans des questions de société et dans des questions de territoire. Merci. Je pense qu'il y a quelques promoteurs dans la salle. Voilà, il n'y a pas d'un côté les méchants promoteurs et les gentils architectes. Voilà, il faut. Quand on parle d'ensemble des acteurs, voilà, qui doivent participer au renouvellement des pratiques. Monsieur, donc Motte, vous êtes promoteur et vous êtes très, comment dire, déjà engagé, je crois, sur le bois. Est-ce que vous voulez dire un mot? Est-ce qu'on peut... ah, mais c'est pas prévu, donc on va faire nos longueurs, nos problèmes. Voilà. Merci. Donc Axel Motte, moi je suis maître d'ouvrage, donc promoteur. Donc ma société s'appelle Avantime. Bon, c'était pas prévu que je parle. Je suis très heureux d'entendre votre discours, un discours de conviction, un discours qui sort également d'une recherche assez approfondie sur comment repenser l'habitat et la construction bois. Nous, on construit en bois depuis maintenant quelques années. On a mené une grande réflexion sur la filière. Aujourd'hui, la filière, elle est mûre pour qu'on construise en bois. Et je parle de la filière aussi locale. C'est important qu'on aille chercher le bois là où il est. Et en Nouvelle-Aquitaine, on a des belles forêts dans lesquelles on peut se servir. Et je trouve que votre recherche, elle est vraiment totalement dans le goût du jour parce que ça porte sur l'habitat et comment se reposer la question sur l'habitat. Le bois est évidemment un matériau qui en fait partie. Mais au-delà de l'habitat, maintenant, on confond totalement les fonctions entre habiter, travailler, vivre. En fait, c'est des lieux de vie qu'on est en train de recréer. Et je trouve qu'on a besoin de se reposer les bonnes questions sur les matériaux qu'on utilise et la façon dont on construit. Et aujourd'hui, il n'y a plus le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre, les pouvoirs publics. On est totalement dans l'intelligence collective et la façon de penser ensemble ces espaces-là. Donc, merci pour ce moment d'échange, enfin ce moment de partage et les réflexions que vous avez menées. Elles sont, à mon avis, très importantes pour les mois et les années à venir. Merci. Merci. Je vais me permettre d'inviter Frédéric Dandieu, s'il veut bien dire un mot. Donc lui, il est directeur régional de Crédit Agricole Immobilier, pas nécessairement branché bois, mais par contre non plus. Il est urbaniste de formation. Il a été à une belle école quand il a commencé sa carrière à l'agence d'urbanisme avec Francis Villiers. Donc il est conscient d'un certain nombre d'enjeux, au-delà de l'immobilier du côté de son métier aujourd'hui. Frédéric, s'il te plaît. Oui, chez Crédit Agricole Immobilier, ça fait maintenant plusieurs années qu'on travaille sur la notion de nature en ville, différentes manières de réfléchir à ces concepts qui passent par la culture urbaine, dont on a parlé ici récemment, sur de la production en ossature bois. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, la réglementation, et je pense que ça a dû être abordé par Stéphane Defay cet après-midi, la réglementation est assez pénalisante pour développer des projets en bois et en tout bois. Et si on prend juste le sujet de la défense incendie, c'est un sujet qui est problématique et qu'il faut qu'on arrive demain à résoudre. Après, dans l'intervention des architectes, je trouve qu'il y a une très bonne analyse et des questions que l'on se pose aujourd'hui sur la société que l'on veut demain. On loue tous aujourd'hui pratiquement sa voiture. Et demain, est-ce que la vocation, c'est d'être tous propriétaires de notre bien quand on voit aujourd'hui les difficultés que l'on a à circuler dans l'agglomération? De se dire qu'acheter un bien à Saint-Médard-en-Jalles à un instant T d'une vie quand on est tout seul et puis pendant 3 ans y vivre et puis rencontrer un conjoint qui travaille à Villeneuve-d'Ornon, est-ce que finalement c'est un bon investissement de faire un achat à Saint-Médard-en-Jalles à un instant T? C'est pas pour viser. Tu vas pas faire de vieux os au Crédit Agricole Immobilier, toi. Voilà, mais c'est des questions de se dire est-ce que la génération de demain c'est une génération de propriétaires, et c'est des sujets qui ont été soulevés dans l'étude et je trouve que c'est pertinent parce qu'elle est posée aujourd'hui à nous tous. Ouais, donc au-delà de cette petite intervention,
effectivement, le bois est un sujet que l'on essaie de travailler, que l'on essaie de traiter. Axel en a parlé, il a cette expérience-là. Nous, aujourd'hui, aujourd'hui, on arrive à développer des projets avec de l'ossature bois. Voilà. Il faut qu'on aille plus loin dans les démarches sur le travail sur le bois. Après, ce qui est intéressant aussi, parce que quand on porte un projet à Londres, là du coup, qui est assez modeste, mais comme pour nous c'est assez important, 22 logements, 700 mètres carrés d'espace de travail, on parle d'un budget qui coûte 15 millions de pounds, malgré tout, avec un foncier qui en coûte 3 millions. Donc c'est des prix qui sont très hauts, hein, on est sur du foncier londonien. La question qu'on se pose aussi et qu'on a réussi à élucider à Londres parce qu'on a des lourdeurs administratives qui sont moindres que celles en France. Déjà, on a pu candidater en tant que client. Ici, quand on candidate en tant que client, il faut 3 ans de chiffre d'affaires avec plusieurs millions, parce que sinon, on a du mal à avoir la confiance. En Angleterre, on nous a donné une chance. Ce qui s'est passé aussi, c'est que le défi, on nous donne une chance, mais le défi, après, c'est d'aller chercher les financements. Donc c'est ce qu'on a fait aussi, on est allé rencontrer des acteurs déjà classiques, des banques, puis après des acteurs un peu moins classiques qui aujourd'hui se tournent de plus en plus vers des produits d'investissement vert ou des produits d'immobilier alternatif, des choses innovantes. Mais il y a aussi une vraie question, et qui est là, qui est très technique, hein. Alors désolé de vous embêter avec ces questions techniques-là, mais elles sont très importantes. C'est-à-dire que même les coopératives, elles ont besoin d'avoir de l'argent des banques. Puisque les coopérateurs, ils ont suffisamment d'argent pour acheter de foncier généralement, mais après, il faut quand même couvrir le coût de construction, les aléas, les filles, etc. Et c'est souvent l'argent des banques. Donc en Suisse, par exemple, ou en Allemagne, il y a des banques coopératives qui sont enclins à prêter plus facilement aux coopératives. En France, c'est encore très émergent. Donc il y a aussi un vrai rôle des banques à être capables de suivre des initiatives pionnières, de se dire quelle garantie on peut avoir sur des opérations de gens qui n'ont pas des millions sur leur compte en banque, qui ne sont pas promoteurs, comment on peut lever de la dette quand on est un acteur alternatif pour faire des opérations vertueuses. Et ça, c'est vrai que on l'oublie, c'est un peu de la mécanique financière, mais bon, ça reste quand même assez léger, mais c'est des questions qui sont très importantes. Et c'est vrai qu'il y a une structure de la filière bois, mais après, il faut aussi une structure des mécanismes bancaires qui sachent accompagner des acteurs alternatifs. Parce que la propriété, c'est aussi la constitution et la construction idéologique, évidemment, mais la construction d'un système financier, d'un système accès au crédit qui a été poussé par les politiques publiques françaises depuis de nombreuses années. Et c'est vrai que la question du logement aujourd'hui, elle ne peut que difficilement se décorréler de l'accès au crédit, mais aussi du financement des opérations. Et de l'accès au foncier. Et l'accès au foncier qui en fait partie. Parce que très souvent, le foncier est la garantie pour le prêt, ou une commercialisation à 50%. Et je pense que c'est aussi important que dans un centre d'architecture et dans un centre culturel, on évoque ces questions, parce que en fait, si on veut provoquer le changement, si on veut être acteur du changement, il faut aussi, nous c'est ce qu'on prenait avec mes étudiants à Architectural Association, ils nous disaient mais pourquoi vous nous racontez tout ça ? Nous, on n'a pas envie d'entendre tout ça. Ils étaient en 3e année, on leur dit, le plus tôt vous allez l'entendre tout ça de toute façon dans votre vie d'architecte et vous allez y être confronté. Mais au lieu d'être confronté très violemment à ça, il y a une pédagogie très importante aussi à faire sur l'économie de projet, sur les financements des projets, pour que les architectes soient outillés aussi pour discuter avec les financiers, pour discuter avec les promoteurs sur les économies de projet. Ici, à Bordeaux, on a des opérations qui ont été assez remarquables sur l'économie de projet. C'est très important aussi pour les architectes très tôt de plonger dans leur économie de projet pour savoir où est-ce qu'on met l'argent, où est-ce qu'on ne le met pas, pourquoi on doit réduire les fenêtres, pourquoi on doit payer des finitions trop chères, quelle est aussi l'intelligence économique du projet. Et cette recherche, elle a une vraie aussi épaisseur qui est très difficile à présenter en 30 minutes, mais aussi sur cette recherche d'acteurs innovants, aussi dans le monde financier, aussi dans le monde bancaire, aussi dans l'économie de la construction. Tu veux intervenir ? Il y a des architectes dans la salle aussi qui pourraient peut-être intervenir, poser des questions, réagir. Je pense qu'effectivement, il faut qu'on lance des pistes, qu'il faut qu'on teste des choses, mais ça prend du temps.
Et que derrière, malheureusement, il y a des gens qui sont en demande de logement. Et quand j'entends récemment dans la presse, ou que je lis dans la presse, que des jeunes étudiants sont prêts à stopper leurs études parce qu'ils ne trouvent pas de logement, il faut trouver une bonne mesure entre la production de logements et puis le changement du modèle sur lequel on est. Mais on peut pas, je ne crois pas que l'on peut aujourd'hui changer de modèle du jour au lendemain. Qu'on fasse des choses, qu'on teste des choses. Et je pense que le groupe Crédit Agricole, moi je suis qu'une filiale du groupe, mais portera des projets et veut porter des projets qui sont innovants, qui sont différenciants, qui sont tournés vers justement le développement durable. Mais il faut qu'on y aille petit à petit. Il ne faut pas oublier qu'en attendant, il y en a qui restent au bord de la route. Et ça, c'est une de nos préoccupations en tant qu'acteurs. Des questions, des réactions? Oui, bonjour, je suis constructeur de maisons en bois, en fait, maisons individuelles, donc pas forcément exactement sur la même problématique, parce que nous on n'intervient quasiment pas sur la Cube, on est plutôt en périphérie, vers le bassin d'Arcachon, vers des zones, on densifie, on va dire, des petits villages, principalement par de la découpe de parcelles. Aujourd'hui, les parcelles doivent être de 1500 m², on va les découper à 750 et on va construire une maison dessus. Au niveau bois, nous on fait la maison en bois, ça fonctionne bien. On a 2-3 petites choses, on va dire, pour faire un petit retour du terrain. C'est le prix de la maison bois, qui est en compétition avec la maison en briques, ici, dans la région. Vous parliez tout à l'heure de fondation, juste une petite remarque, ça va être assez décousu, je sais pas bien. Nous, on a des problèmes de fondation par rapport à l'argile, par exemple, qui est dans la zone. Donc la problématique de démonter une fondation, nous, c'est très compliqué, voire impossible, parce qu'on va nous obliger à descendre à plus d'1,20 m sur des fondations superficielles, mais quand même 1,20 m avec beaucoup de ferraillage, forcément du béton. Au niveau réglementaire, en fait, il faut voir que quand on construit une maison, on est, comment dire, on est encadré par les assurances, pour faire simple. C'est-à-dire pour pouvoir être assuré et proposer une maison qui derrière sera assurée et qui puisse être également financée par les banques, il faut qu'on soit dans tout ce qui est normes DTU, que vous connaissez sûrement, qui sont quelque part un retour d'expérience lié aux problèmes qu'on peut avoir sur des maisons. Et ça, c'est toujours des boucles, en fait, où on va rajouter, on va dire, ceinture et bretelle, toujours plus costaud, toujours plus lourd. Votre habitation est très légère dans la conception, et c'est vrai que sur le terrain, on est obligé de faire des choses vraiment beaucoup plus costauds. Vous travaillez pour des particuliers? Essentiellement, oui, essentiellement des particuliers, oui, tout à fait. D'accord. Oui, c'est sûr que la question des fondations, le prototype fait 20 tonnes, donc c'était possible de le poser sans fondation, et il était conçu, comme on l'a dit précédemment, pour être posé initialement dans un des carrés du jardin Renaissance de la Villa Médicis, qu'on voit à gauche, des jardins où à 60 cm de profondeur il y a des fouilles archéologiques, donc on ne peut absolument pas creuser ou toucher ou abîmer le sol ou même la pelouse. Et donc la question de construire sans fondation venait de là, mais elle venait aussi de notre projet à Londres, où, comme vous le savez, du coup, comme vous venez de le dire, les fondations prennent souvent un budget assez important dans l'économie d'un projet. Et à Londres, le site était rempli de très beaux arbres, de très grands arbres. Donc on a aussi cherché à minimiser, là on a des fondations sur pieux les plus petites ou les moins impactantes possibles, pour pouvoir respecter les arbres qu'on maintient sur le site. Mais c'est vrai que c'est des questions auxquelles on s'est également confronté. Comment un bâtiment peut s'insérer sur un site tout en respectant le paysage et tout en ayant une économie de projet qui soit cohérente. Oui, bonsoir. Je fais suite un peu à cette Présentez-vous, s'il vous plaît. Michel Ardouin, architecte à Bordeaux, à l'agence A6A. Oui, je fais suite à cette réaction sur les fondations.
ce que je trouve intéressant, la démarche complète, c'est que la différence, comment on définit un moment qui est une garantie décennale sur un bâtiment, c'est lié à ses fondations. C'est-à-dire que c'est l'immobilier, c'est là où le mot prend sens, immobile. Et ce qu'on a là, ça peut être proche du mobilier qu'on peut à un moment transporter. Il y a un des sujets qui pourrait être intéressant à creuser, c'est plus les autorisations administratives. Aujourd'hui, on n'est pas forcément sur quelque chose comme ça, d'urbanisme transitoire, sur un permis de construire, mais plutôt quelque chose qui serait une autorisation d'occupation. Donc, est-ce que c'est quelque chose que vous avez étudié et sur lequel, voilà, comment on pourrait développer ces projets qui pourraient rester peut-être 1 an, 3 ans, 5 ans et aller autre part? C'est des sujets qui sont d'actualité, par exemple avec la SNCF, parce que la SNCF est un grand propriétaire de foncier et qui a de moins en moins envie de le céder, et qui se pose justement cette question des bâtiments mobiles et modulables. Donc on voit un grand acteur institutionnel, un grand propriétaire foncier qui s'intéresse à ces questions, de se dire voilà, aujourd'hui, effectivement, le temps de la ville est très long, le temps de l'immobilier l'est d'autant plus, et du coup, comment très rapidement on peut investir un site, on peut l'occuper de manière temporaire, et puis peut-être quand la ville s'est constituée autour, ou parce qu'on a envie de changer la programmation du site, on peut démonter ces bâtiments. Et ça, c'est un exemple très concret, en fait. Et donc là, on change d'une certaine manière pas de paradigme, parce que c'est un peu toujours prétentieux de dire ça, mais on change de contexte, et en fait, on va vers aussi de nouvelles commandes. Donc voilà, par exemple, la SNCF, c'est vraiment une nouvelle commande, à un moment donné, qui émerge réellement. On n'est pas dans l'utopie. Après, ce qu'il faut aussi se dire, et on n'est pas naïf par rapport à ça, et on n'a pas la prétention de réinventer le logement, mais c'est un prototype démonstrateur. Donc sa qualité, c'est de démontrer des idées, c'est de communiquer, de poser des questions, de faire avancer le débat. Et on sait évidemment qu'il y a un grand souci de logement. On lit les rapports de la Fondation Abbé Pierre. On est dans cette réalité, mais voilà, avec cette position un peu de recherche et ce temps qu'on a eu, c'est des projets démonstrateurs qu'on essaie de développer. Et on sait aussi les défis qui s'ouvrent à nous, et c'est vraiment le prochain volet de ce projet, c'est de dire voilà, comment ça atterrit, pas uniquement que dans le jardin public, mais aussi voilà, sur des vrais sites, avec des vraies problématiques. Et c'est des sujets passionnants qu'on a envie de continuer à explorer. Et voilà, ce pavillon, c'est une démonstration et un prototypage. Et il y a beaucoup d'imperfections, beaucoup de questions qui vont se poser, réglementaires, effectivement, thermiques, etc. Mais il faut d'une certaine manière qu'il y ait des projets comme ça un peu emblématiques qui permettent d'amener la discussion, le débat, qu'il y a des acteurs qui se disent on est intéressé, on y va, on discute, on avance. C'est des choses c'est des projets pionniers en fait, comme tous les projets qu'on a vus en Europe. C'est un peu des projets qui sont pionniers, mais qui par contre aident à faire avancer petit à petit, effectivement, pas à pas, les pions, et tout en sachant qu'à côté, mais oui, il y a une production qui est nécessaire parce que on parle beaucoup de manque de logement pour toutes les classes moyennes, populaires, étudiantes, et ça ne peut pas être décorrélé l'un de l'autre, mais c'est vraiment un projet de démonstration, quoi. C'est bon. Alors on va maintenant... Alors vous écoutez bien là, parce qu'il y a des règles du jeu pour la suite. Nous allons vous inviter à visiter l'exposition, alors toujours dans le respect des règles de sécurité santé. Comme l'exposition se tient dans la Galerie Blanche, donc on ne peut pas être plus de 20 personnes en même temps. Donc vous n'êtes pas moins nombreux maintenant que tout à l'heure. Donc je pense que ça devrait se faire en 3 temps, en gros, si je compte à peu près les gens qui sont là, pour éviter que ceux qui ne vont pas entrer immédiatement visiter l'exposition dans le premier groupe de 20.
Vous êtes invités, on a ouvert la galerie, la grande galerie, pour ceux qui ne l'ont pas vu ou qui n'ont pas vu encore tous les films, vous pouvez passer un petit moment en attente dans Homo Urbanus, qui célèbre l'espace public, voilà, et la vie dans nos villes. Ça vous fera un petit voyage à travers 10 villes du monde pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Et je vous dis aussi, comme évidemment on ne va pas faire attendre une demi-heure ceux qui vont attendre leur tour pour entrer visiter l'exposition, que ce qu'on vous propose, c'est une visite rapide, comme une mise en bouche, n'est-ce pas, et qui vous invitera à revenir la visiter plus tranquillement à un autre moment. Et quand vous partirez d'ailleurs, on vous donnera une invitation valable pour 2 personnes. Chacun a le droit de venir avec 2 personnes, donc ça va doubler le nombre de visites, vous allez voir. Une invitation pour que vous puissiez revenir la voir tranquillement, mais bien sûr, nous espérons que vous n'allez pas tous partir, parce que je vous ai dit que vous aurez ce petit carton à la sortie, et ne pas aller voir les visiter, ne pas voir l'exposition maintenant. Voilà. Donc merci de respecter cette petite règle du jeu. Voilà, vous êtes invités à aller dans la Galerie Blanche maintenant. Voilà. Et demain, il y a une nouvelle rencontre, toujours sur le thème du logement. Voilà. Qui sera animée par Christophe Cazaros, donc, et en partenariat avec le PFL. Voilà. Nicolas en Suisse. Voilà. Merci. Merci à vous. Et moi, je veux vraiment remercier Flavien et Frédéric, voilà, d'avoir accepté que leur travail soit présenté dans la Galerie Blanche d'Arc en Rêve, parce que du coup, ils enrichissent encore les différentes propositions que l'on veut donner à voir et à partager. Et voilà, plutôt que de parler du capitalisme qui participe parfois avec... Il n'y a pas que le mauvais côté, hein, l'argent, voilà, c'est pas un péché. Mais à un moment donné, la financiarisation du logement, ça pose problème. Et là, on est du côté de la capitalisation des savoirs, car qu'Arc en Rêve essaie de diffuser, de partager avec le plus grand nombre. Merci Francine. Merci Michel.